Déjà, merci beaucoup pour votre invitation à venir présenter des éléments sur ce sujet d'actualité de la distance SUS. Alors, peut-être, donc l'objectif de la présentation du jour, c'est de proposer peut-être une lecture d'ensemble du dispositif de la distance SUS en revenant sur ce qui a amené à sa création au début des années 2000 jusqu'aux réflexions actuellement engagées sur son évolution. Je reviendrai d'abord du coup sur la genèse du dispositif et le contexte dans lequel il a été instauré au début des années 2000 avec la mise en place de la tarification à l'activité. J'évoquerai les principales évolutions de 2004 à nos jours et les modalités actuelles de gestion pour bien resituer le contexte. Je donnerai quelques éléments de dynamique de la dépense pour bien expliciter les éléments qui justifient les discussions qu'on a en cours en termes de réforme. Peut-être discuter également sur les problématiques d'évolution de l'Ondam, parce que finalement, la problématique qu'on a autour de la distance SUS, elle s'inscrit dans un cadre plus global et non isolé. Donc, c'est important quand même d'aborder le sujet dans son ensemble. Et enfin, évidemment, qui est l'objet, le cœur de la discussion du jour, de discuter des réflexions en cours sur son évolution et de là où on en est au niveau du ministère de la Santé sur les travaux en cours. Donc, comme je le disais, le cadre de la création de la distance SUS, il est directement lié à les évolutions de transformation du financement hospitalier qui est intervenu au début des années 2000. Il est lié à l'introduction de la tarification à l'activité en 2004, qui a modifié la logique de financement des établissements de santé en passant d'une logique de tarification par une dotation globale à un financement forfaitaire au séjour. Ce changement de paradigme, il a eu pour avantage de renforcer, on va dire, la transparence et l'efficience du financement hospitalier, mais voilà, il a évidemment fait apparaître certaines difficultés, notamment ce qui concerne la prise en charge des traitements innovants. La mise en place du coup de la T2A en 2004, elle a permis d'associer le financement de chaque séjour à un tarif de séjour qui permettait de couvrir l'ensemble des coûts liés à la prise en charge du patient. Or, finalement, quand on avait l'arrivée de médicaments innovants ou de dispositifs médicaux innovants avec des coûts par essence qui était très élevé, ça mettait en tension cette logique forfaitaire et donc il a été dans la foulée décidé de mettre en place une liste dédiée en SUS pour à la fois on va dire ne pas désavantager les établissements de santé qui auraient décidé, qui historiquement prenaient en charge les patients les plus complexes et donc qui pouvaient être exposés à des déséquilibres économiques en disant voilà, nous on prend en charge nécessairement des patients qui sont traités par des produits plus chers, donc ça nous met en difficulté. Et surtout, c'était un dispositif qui avait vocation à ne pas freiner l'utilisation d'innovation et de ne pas créer d'inégalité d'accès pour les patients sur le territoire. Cette liste, elle a été créée en 2 temps, en août 2004 pour le médicament et juste l'année d'après, en 2005, pour le dispositif médical implantable. Peut-être, je voulais rappeler les objectifs fondateurs qui ont sous-tendu à la création de ce dispositif. Alors, et comme je l'ai dit, elle permet de garantir un accès rapide et équitable à l'innovation pour les patients hospitalisés. Elle permet également de neutraliser l'impact financier pour les établissements pour éviter que il y ait des considérations budgétaires qui viennent entraver l'utilisation. Elle était prévue comme devant avoir un cadre, on va dire, ciblé et évolutif, donc avec des critères explicites d'inscription et d'irradiation. Et surtout, elle a été pensée comme transitoire, ce qui est aussi l'objet des discussions qu'on a en cours. C'est-à-dire que les produits inscrits avaient vocation à être intégrés à terme dans les GHM. Et une fois que leur utilisation était stabilisée, les coûts maîtrisés et que la diffusion s'était faite à bon niveau au sein des établissements de santé. Donc, comme je le disais, peut-être rappeler les évolutions du dispositif depuis sa création. Donc, elle a connu plusieurs évolutions pour s'adapter aux modalités de gestion et aux transformations de l'offre de soins et l'arrivée des nouvelles innovations thérapeutiques au fur et à mesure du temps. Donc, les évolutions, elles ont traduit une montée en puissance progressive des enjeux qui étaient liés au bon usage des produits financés et évidemment à la soutenabilité des dépenses associées.
Rapidement, une frise chronologique du coup de sa création à aujourd'hui. Peut-être dire que voilà, dès 2005, il y avait l'idée de la mise en place d'un contrat de bon usage qui introduisait une logique de régulation des prescriptions au sein des établissements. Il y a eu, au bout d'un certain temps, ça a quand même mis 10 ans, la nécessité de formaliser, on va dire au niveau juridique, des procédures et des critères d'inscription et de radiation à partir de 2016 pour sécuriser tant d'un côté institutionnel que d'un côté, on va dire, industriel, le dispositif. À partir de 2018, il y a eu une transformation du contrat de bon usage avec l'entrée en vigueur du CAQES pour davantage renforcer l'articulation entre financement et qualité des pratiques. Et l'évolution la plus récente qu'on a eue en lien avec les travaux du CSIS, c'était l'évolution des critères d'inscription sur la liste en sus avec le fait de faire une place plus large à l'innovation en intégrant les ASMR 4 et les ASA 4. Peut-être redécrire très rapidement le périmètre actuel. Donc voilà, il y a un certain nombre de spécialités, tant côté médicaments et encore plus côté dispositif médical, comme on a des lignes génériques. Ça cible essentiellement des produits en oncologie, en immunothérapie, des facteurs de croissance et des produits en virologie côté médicaments. Côté dispositif médical, on a deux grandes classes de produits qui sont concernés par cette liste en sus. Les produits implantables en cardiologie et les produits en orthopédie. Alors je vais vite, mais c'est en gros les grandes classes qu'on peut retrouver. Ce qu'on peut conclure de ça, enfin ce qu'on peut dire, c'est que on a des listes qui sont toujours plus longues. Ou je pense qu'on peut dire que à terme on peut confondre un peu l'innovation et les produits de santé plus matures et les logiques. En fait, on a des prix qui sont toujours élevés, qui justifient pourquoi ils sont toujours dessus. Mais il y a un moment qui interroge les principes initiaux du dispositif. Et donc, ça impacte directement la lisibilité et l'efficacité du dispositif tel qu'il était prévu initialement. Rappeler, alors je pense que la plupart des gens dans la salle doivent quand même les connaître, je suppose, les critères d'inscription qui sont proches, que ce soit côté médicaments DM, qui sont basés essentiellement sur le fait que voilà, il faut que le produit soit essentiellement utilisé en milieu hospitalier, sinon ça justifie davantage une prise en charge ambulatoire, le fait que le service attendu ou rendu soit majeur ou important ou suffisant, le fait qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un SMR 1 à 4, donc que ça soit les produits qui fassent mieux que ce qui était déjà existant sur le marché, et évidemment les notions de coût par rapport au séjour dans lequel on l'utilise, c'est-à-dire que ce qui justifie d'un financement en sus, c'est qu'il soit onéreux, et la manière de le classifier et tel que ça existe historiquement en termes de critères, c'est le fait que le coût moyen soit supérieur à 30% du tarif des séjours. Donc ça, c'est les critères qui sont évalués par les directions d'administration centrale en flux quand les dossiers sont passés à la HAS et juste en amont du coup des négociations avec le comité économique des produits de santé. Il y a évidemment des critères de radiation sur lesquels on est évidemment en train de discuter. Il y a plusieurs natures de critères qui peuvent amener à la radiation du produit. Soit, enfin, ça marche en miroir avec les critères d'inscription, soit les critères d'inscription sont plus remplis, à savoir que le service médical rendu au cours d'une réévaluation ou le service attendu a pu évoluer, donc ça justifie d'une radiation immédiate de la liste en sus sans réintégration nécessaire des masses financières, parce que ce qu'on estime, c'est qu'il y a plus de justification à un usage en routine de ces produits. Soit il y a une réévaluation du niveau d'ASMR qui fait qu'à un moment, le produit est jugé moins innovant et donc n'a plus nécessairement sa place sur la liste. Et enfin, le cas le plus
on va dire le plus courant, c'est la situation où la dynamique de prix des produits dans le temps fait qu'à un moment, on estime que le coût du produit devient suffisamment soutenable pour l'établissement de santé et ça justifie du coup la réintégration au cours d'une campagne tarifaire du produit. Et c'est associé à certaines discussions autour des modalités de réintégration parce que dans ces cas-là, ce qu'on dit, c'est pas tant qu'il y a il y a pas tant d'interrogations sur la pertinence de l'utilisation de ce produit, c'est davantage une logique financière. Et donc, ce qu'il faut, c'est au moment de la bascule dans le financement de ces jours, prévoir les masses budgétaires suffisantes pour qu'il n'y ait pas de difficultés au niveau des établissements à l'usage de ces produits. Peut-être du coup des éléments plus chiffrés sur l'évolution de la dépense de la liste en sus. Ce qu'on voit, c'est que l'un des constats les plus marquants de ces dernières années, c'est l'accélération de la dynamique financière associée à cette liste, notamment depuis 2020, qui est ce qu'on estime être lié quand même à une vague d'innovation assez importante. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas un phénomène qui est marginal, mais du coup qui est structurant pour le pilotage de la dépense hospitalière. Donc la séquence que je vais évoquer là, elle a pour objectif d'expliquer un peu, d'objectiver la dynamique, d'en expliquer peut-être les principaux moteurs et de montrer en quoi elle contribue à rediscuter de la gestion telle qu'on l'a aujourd'hui. Alors, je le précise par avance pour les puristes. Alors, je suis sur de la donnée brute et pas sur la donnée nette. Donc, les tendances qu'elles sont affichées, elles sont, on va dire, hautes, maximales, et pas le reflet réel de la dépense pour les comptes de l'assurance maladie. Néanmoins, les conclusions telles que je les aborderai ne changent pas nécessairement la tendance. Ce qu'on voit, c'est que du coup, la croissance, elle est forte, tant pour les médicaments que pour les DM. Elle est évidemment beaucoup plus marquée côté médicaments. Comme je le disais, elle est associée à plusieurs facteurs. L'arrivée de nouvelles vagues d'innovation notamment sur le médicament, avec des nouvelles classes thérapeutiques, notamment en oncologie, qui ont un impact très, très directe sur la dépense. Elle est liée à des extensions progressives des indications au cours du temps. Elle est aussi nécessairement liée au fait qu'on a élargi les critères d'inscription en 2021-2022. Tout ça contribue à une progression importante de la dépense brute avec une accélération qui nécessairement nous interroge collectivement sur la soutenabilité du modèle à long terme. Voilà, peut-être ce que je pouvais dire sur cette slide. Non, mais je l'ai déjà dit, mais effectivement, c'est quand même le médicament qui porte quand même très fortement la tendance globale. J'ai mis une petite slide un peu plus détaillée justement pour traduire ce que je viens de dire, quand même préciser que le poids majeur de la croissance, il est porté par certaines classes thérapeutiques et en premier lieu les anticorps monoclonaux et les anticorps conjugués. C'est évidemment en oncologie où les innovations qui sont nombreuses et performantes et onéreuses qu'on a des évolutions. On voit aussi qu'il y a une croissance, que la dynamique elle est un peu portée par tout ce qui est immunosuppresseur et immunoglobuline, mais dans une tendance moindre. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'effort financier repose sur quelques segments très dynamique, ce qui complexifie aussi le pilotage, car ce qu'on voit, c'est que quand même malgré tout derrière, il y a des enjeux cliniques qui sont assez clairs et des attentes très fortes, que ce soit côté professionnel de santé et côté patient. Peut-être pour du coup donner un peu de contexte très budgétaire là pour le coup sur le sujet de l'Ondam. La question, c'est pas seulement de constater que la dépense elle augmente, c'est aussi de se dire qu'est-ce que ça représente pour le système de santé et notamment sur l'enveloppe hospitalière, ces évolutions de l'Istensus. Et donc ça, c'est ce qui fait que ça devient un sujet de plus en plus prégnant, on va dire, dans la gestion qu'on peut avoir des budgets de l'assurance maladie.
Une slide du coup qui rappelle les éléments globaux budgétaires. Rappeler évidemment qu'on est dans un environnement budgétaire contraint, que l'ONDAM il est structuré en plusieurs sous-objectifs, un ONDAM ville et un ONDAM établissement de santé qui sont les deux plus gros blocs qui constituent la dépense. Ce qu'on voit, c'est que sur le dernier PLFSS 26, la dépense, elle est autorisée en macro à 3,2 et la dépense pour les établissements de santé, elle est à 2,8 en croissance. Donc ça, c'est vrai qu'assez vite, on voit que la progression rapide de la distance sus, elle peut pas être analysée isolément, elle doit être lue, on va dire, en regard des marges de manœuvre limitées dont on dispose sur l'enveloppe hospitalière dans son ensemble. Peut-être aussi cette slide qui montre la place relative de la distance sus dans l'architecture globale de l'ONDAM établissement de santé. Ça permet de montrer c'est pas la composante majoritaire en termes de poids, mais le fait qu'elle varie aussi fortement, ça a quand même des impacts assez forts sur les autres sous-compartiments, notamment sur la part tarif. Et donc ça pose des questions assez importantes. C'est qu'à partir du moment où cette liste-là, elle croît beaucoup plus vite que le taux qu'on autorise par ailleurs. Tout ce qui est mis là n'est pas de l'argent qui est mis par ailleurs au niveau des établissements de santé. Et donc, ça interroge sur la soutenabilité de tout ça à long terme et sur le pilotage qu'on peut en avoir. J'ai essayé de mettre une évolution comparée. Alors c'est pareil, hein, c'est sur des données brutes, la tendance est moins nette, mais quand même pour traduire ce que je disais, c'était que voilà, il y avait quand même un écart assez fort sur une base d'indice 100 par rapport à l'année 2020 en tendance entre la dynamique de la distance sus et la dynamique du financement des établissements de santé. Donc on voit bien que petit à petit ça vient grignoter les marges de manœuvre qu'on pourrait essayer d'allouer aux établissements de santé. Et donc, pour conclure, on va dire ces éléments de constat, ce qu'on voit, c'est que comme ce financement de la distance sus, il a un caractère très ouvert et automatique. Les produits inscrits sont remboursés à l'euro sans enveloppe fermée ni plafond prédéfini. Donc c'est très intéressant en termes d'accès à l'innovation parce que ça évite de faire peser sur les établissements le coût des produits, mais ça a une contrepartie à long terme, c'est que ça génère une tension structurelle sur l'ONDAM, car toute augmentation de volume ou de prix, en gros, se traduit par une augmentation de la dépense et donc impacte l'ONDAM dans son ensemble. Peut-être du coup dire que voilà dans les raisons, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet volume et un effet prix, donc, comme je le disais tout à l'heure, davantage lié à l'indication davantage de produits, des traitements qui sont plus onéreux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en regard, on n'a pas d'outil de régulation en flux on a toujours un exercice budgétaire de décalage, mais qui nous permet de contrôler ça, et donc ça vient fragiliser le financement par ailleurs des établissements de santé. Alors, pour rentrer dans le cœur des discussions et du propos qu'on a et des réflexions qu'on a en ce moment, voilà, tout ce que j'ai essayé de présenter là, c'est pour essayer de comprendre pourquoi il y a une réforme et des discussions en cours et aussi expliquer pourquoi tout ça prend un peu de temps, parce qu'on voit bien que le sujet est complexe. Je pense que notre point au niveau du ministère de la Santé, c'est pas de remettre en cause ni l'utilité de la liste, ni l'apport historique, les bienfaits qu'elle a en termes d'accès à l'innovation hospitalière. La question, c'est plutôt de se dire, voilà, est-ce que les modalités telles qu'elles existent historiquement, elles nous permettent de financer les bonnes innovations, de garantir la soutenabilité du système, d'assurer la bonne diffusion des thérapeutiques. Et donc voilà, c'est dans ce contexte que la question, c'est est-ce qu'il faut cibler différemment le dispositif? Est-ce qu'il y a des questions de lisibilité? Est-ce qu'il est toujours suffisamment efficace? Donc c'est peut-être sur ça que je vais continuer l'échange. Peut-être quelques éléments de problématiques telles que
on les constate et on pense qu'elles sont partagées, mais je pense que vous nous direz après. Ce qu'on a vu du coup, c'est qu'effectivement, il y avait plusieurs problématiques qu'on observait depuis quelques années. Je pense qu'elles sont partagées au regard des retours de concertation qu'on a eu sur la concertation qu'on a ouverte depuis la fin de l'année. La première, c'est qu'on voit que la méthodologie telle qu'elle existe, elle est pas toujours opérationnelle pour assurer une gestion suffisamment dynamique du dispositif. Ce qui traduit en clair le fait qu'il y a des produits qui vont rester inscrits très longtemps sur cette liste, parfois au-delà de ce qui pourrait justifier le niveau de diffusion ou la stabilisation d'un usage dans les établissements de santé. Donc en fait, on s'éloigne quand même de la logique initiale qui était de dire c'est un dispositif transitoire d'accès à l'innovation. La deuxième difficulté, c'est le fait qu'on a un mode de financement qui neutralise quand même le coût pour les établissements. Alors ça son intérêt positif, ça a aussi un intérêt moins positif, je dirais, dans le fait que ça favorise pas nécessairement les comportements d'efficience, de pertinence des pratiques, d'optimisation des achats au niveau des établissements de santé à partir du moment où on finance à l'euro et qu'en plus on finance, on rétrocède une part de l'argent quand le produit est bien négocié. Enfin, on a deux autres problématiques. Le fait que il y a une augmentation rapide du prix moyen des innovations qui est observé les dernières années et un manque, on va dire, de lisibilité générale du dispositif qui complique son appropriation par les acteurs, quels qu'ils soient, industriels, établissements de santé, et qui rend sa trajectoire moins prévisible. Donc tout ça, c'est ce qui a justifié qu'on ouvre des discussions depuis la fin de l'année. Alors, sur les pistes de réforme, je dirais passées, pas nécessairement nouvelles, qui ont pu être discutées et qui sont comme toute option à date sur la table. La question, c'était de se dire, est-ce qu'on a un enjeu de mieux cibler l'innovation éligible en se disant peut-être que dans ce qu'on finance aujourd'hui, il faudrait qu'on resserre ou qu'on voit différemment l'approche pour aller plus sur les innovations organisationnelles ou de rupture. Peut-être besoin de davantage clarifier l'utilisation de la doctrine par les administrations telles qu'on l'a. Alors on voit que parfois, on l'a vu dans la dernière séquence de réintégration dans les tarifs, que parfois c'était pas toujours bien compris qu'est-ce qui amenait à une radiation ou les modalités de calcul, etc. Donc peut-être qu'on a un enjeu à avoir un cadre peut-être plus transparent et plus prévisible pour les établissements. Il y avait des discussions évidemment sur le renforcement de l'évaluation médico-économique dans le cycle de vie des produits. Donc ça nécessite d'avoir un suivi plus fin des volumes, des indications, des données de vie réelle et des coûts observés. Donc ça, on voit que c'est intéressant, mais dans les faits, on le voit bien sur le médicament, il y a un codage par indication qui est mis en place sur le dispositif médical. Il y a la même logique qui est en train d'être déployée, mais tout ça, dans les faits, c'est complexe, ça prend beaucoup de temps, et donc ça nous règle pas les sujets tels qu'on les a aujourd'hui. Pour aller du coup sur ce qui a été présenté aux parties prenantes à l'été et rediscuté avant les fêtes de Noël, les grandes orientations qu'on a aujourd'hui, elles sont de deux types. Je le dis, les choses sont pas tranchées, donc tout est vraiment sur la table. Il y a un scénario où on a une réforme qui est plus en profondeur, plus systémique, avec différents types d'options et d'orientations qu'on pourrait prendre, soit avoir quelque chose où on a quelque chose de plus prévisible en termes de durée d'inscription, je vais pas dire à l'allemande, mais en gros un dispositif où on arrive, on rentre, on sort, on sait que à l'horizon 3, 5 ans, 10 ans, il faut qu'il y ait des travaux de réintégration qui soient faits. Ça a l'avantage
d'être très clair, mais évidemment, ça crée, ça peut avoir certains impacts. Donc, c'est ce qu'on est en train de regarder. Il y a l'idée d'avoir quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire automatisé en termes de gestion du prix par le CEPS, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que je pense que le CEPS fait de son mieux, mais la question, c'est comment sur un temps long, on donne les conditions favorables à une réintégration de ces produits. Et il y a des réflexions autour de la modulation de la prise en charge. La question, par exemple, ça pourrait être de dire aujourd'hui, l'assurance maladie finance à 100% ce produit-là. La question, c'est est-ce qu'on introduit, je vais pas dire l'équivalent d'un ticket modérateur pour les établissements de santé, mais en gros, en gros, inciter davantage les établissements à un meilleur usage du produit. Alors après, évidemment, en fonction du type de produit, pour des technologies ou des produits très, très chers, ça pose des questions direct d'accès à ces produits. Et donc, en fait, c'est ces questions-là qu'on est en train de regarder. Il y a une évolution qui est plus d'ordre paramétrique. Donc là, on va dire c'est moins révolutionnaire. C'est plus l'idée de dire on a en routine des difficultés sur certains types de produits ou des difficultés dans la gestion, les modalités de réintégration. Et donc, on va essayer de clarifier la manière dont on se sert du dispositif. Donc, pour donner davantage on va dire de prévisibilité au dispositif pour les industriels et pour les établissements de santé. Et un exemple qui est donné, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est il faut éviter de radier un produit en cours de diffusion malgré le fait qu'il puisse y avoir des indices de prix qui puissent justifier une réintégration. Le fait de dire bon, bah voilà, on radie pas le produit de la licence SUS tant qu'on voit que la dynamique de diffusion est encore forte et que du coup, l'appropriation par les professionnels de santé n'est pas encore suffisante. Ça peut être un élément paramétrique sur lequel on pourrait avancer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce stade, aucune option est complètement neutre. Il y a des options qui peuvent améliorer la soutenabilité, mais voilà, il y a des questions derrière d'acceptabilité par le système, l'écosystème, de lisibilité, d'impact sur le comportement des acteurs. D'où l'importance de la concertation qui est en cours, le fait que ça puisse prendre plus de temps, peut-être que ce que nous on aurait pu anticiper également. Peut-être donner du coup quelques éléments pour la suite de la réforme. Rappeler qu'à ce stade, elle est pas du tout arrêtée, qu'elle est en cours de construction, qu'on va ouvrir une seconde phase de discussion avec les acteurs sur la base des retours qu'on a eu jusqu'ici pour essayer d'affiner un peu l'orientation, sans donner les retours des parties prenantes, parce que je réserve ce retour-là à la réunion qu'on aura dans quelques semaines avec l'ensemble des parties. Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, on n'a pas eu de proposition qui venait forcément beaucoup changer la philosophie du dispositif. On est plus sur des orientations paramétriques dans les différents retours qui nous sont faits et une demande d'être plus lisible, prévisible. Donc il faut qu'on voit si en termes de process, de procédure, on arrive à davantage caler les choses. Et peut-être dire, parce que c'est important, que les évolutions telles qu'on les prévoit, évidemment, au regard du calendrier dans lequel on s'inscrit, on les fera pas, on préverra pas une application pour la campagne 27. On est davantage du coup pour des travaux qui démarraient pour la campagne 28, parce que ça dans la logique que j'évoquais d'être plus prévisible. Je pense que du coup j'aurais du mal à être cohérent jusqu'au bout. Ce qui veut dire que pour la campagne 27, alors il y aura pas rien, mais du coup on se basera davantage sur le cadre existant et on aura de toute façon une réunion, je crois, dernière semaine d'avril pour en évoquer les contours. Et donc
pour finir, parce que l'heure d'aller manger, peut-être, voilà, je pense que dire que globalement, on peut quand même être satisfait du rôle qu'elle a tenu en termes d'accès à l'innovation. Elle a permis de ne pas faire peser de coûts pour les établissements de santé. Elle a eu un rôle important d'amortisseur au moment de l'arrivée de la T2A. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que progressivement, le caractère, les réflexions autour de quelque chose de dynamique, d'anticipable, de transitoire, on n'est pas complètement... on va dire, on n'est pas complètement à la cible. Et donc, voilà, notre enjeu dans les prochaines semaines et mois, c'est d'avoir un dispositif, on va dire, durable et pérenne, qui, en gros, permet de gérer toutes les contraintes qu'on a depuis quelques années. Voilà. Merci beaucoup.